Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la série d'entretiens du projet Imagine, ça s'appelle De l'intérieur et c'est parti. Edgar Morin, est-il encore nécessaire de vous présenter? Depuis le début de cette crise sanitaire, vous êtes partout, on vous entend sur tous les médias et toute la presse écrite vous consacre ces gros titres. Rien d'étonnant à cela, car en cette période qui nous interroge tant, vous apparaissez comme une figure tutélaire, l'incarnation même de la sagesse. En tant que sociologue, philosophe et penseur de la complexité, vous êtes sans nul doute la valeur refuge idéale. Et pourtant, eh bien, nous allons voir durant cet entretien, cher Edgar, à quel point vous n'êtes pas que sage, vous êtes aussi fou. Fou, non pas au sens de la déraison, mais bien au sens de la passion. Car ce qui vous anime, c'est un esprit passionné, curieux, avide d'être et de savoir, révélant ainsi une vibrante jeunesse de caractère. Alors, si la fougue ne vous quitte pas, il reste le poids du corps. Et c'est sur ce sujet que portera ma première question. Dans cette crise du coronavirus, ce sont finalement nos corps qui se rappellent à nous. Face à l'urgence sanitaire mondiale, tous les dogmes de la réelle politique, du réalisme économique se sont inclinés. Notre course frénétique, considérée comme inévitable, s'est stoppée net et d'un coup d'un seul, l'argent magique est apparu, démontrant par là même que quand il le veut, le pouvoir peut déployer les politiques nécessaires à la protection du vivant. Quel regard portez-vous sur cette fragilité et paradoxalement cette toute-puissance de nos corps qui a su remettre en cause à elle seule l'idéologie productiviste jusque-là hégémonique? Mais ce qui est important, c'est que les pouvoirs étaient complètement débordés par cette épidémie, par ce virus inconnu et dont on ne sait encore que très peu de choses. Et comme il était à ce moment-là débordé, alors que par exemple dans des pays d'Extrême-Orient comme le Vietnam, la Corée du Sud, où on est habitué, on est préparé, on a des masques, on a des systèmes de dépistage. Là, il a battu en retraite. Il n'avait pas ni les masques, ni le système de dépistage, ni rien. Il y a eu une impréparation totale. Et même pire que ça, les budgets prévus pour les hôpitaux avaient baissé régulièrement. Il y avait une pénurie dont les malheureux soignants se plaignaient depuis un mois avant, qui n'a pas été entendu. Donc, je pense que c'est dans cette panique que est décidé ce confinement. Donc, si vous voulez, c'est un peu, bon, si vous voulez, nos corps quand même existent tant qu'il y a une santé publique. Mais il est évident que c'était la routine et que cette santé diminuait. Aujourd'hui, ils ont pris, la menace étant pour tous, ils ont pris une importance. Mais vous avez raison, cela brusquement a montré que tout ce qui semblait impossible, c'est-à-dire de donner plus de crédit aux hôpitaux, de pouvoir, disons, changer entièrement de politique, tout ça est montré possible. Voilà. C'est vrai que par rapport à cela, ça a fait quand même tomber pas mal d'idées reçues. Jusque-là, on pensait que suspendre l'activité du monde, c'était impossible. On se rend compte que si. Que la finance était incontrôlable, eh bien, on se rend compte que non, c'est pas forcément incontrôlable. Et de même, c'est aussi le retour du politique. C'est-à-dire, on avait l'impression que les États étaient réduits à l'impuissance. Et finalement, eh bien, là, c'est véritablement le politique qui prend les décisions. Oui, mais on a l'impression, c'est surtout, si vous voulez, que la politique était à la remorque de l'économie, que l'économie elle-même est à la remorque d'une doctrine qui s'appelle le néolibéralisme et qui consiste à réduire le plus possible les services publics, si possible les privatiser, du moins les réduire avec l'extrême, ce qui s'est passé pour les hôpitaux, et qu'on s'est rendu compte que cette politique était complètement désarmée devant l'événement. Donc, si vous voulez, la question, c'est que est-ce qu'elle ne va pas reprendre après? Le vrai problème, c'est de savoir si nous pourrons faire en sorte qu'elle ne recommence pas. Quand vous parlez de la finance, elle se tait, si vous voulez. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les éboueurs, les caissières, les manutentionnaires qui sont d'une importance vitale pour nous que les patrons du CAC 40. Mais vous savez,
ils se taisent, mais ils ont toute leur puissance, pas virtuelle, qu'ils peuvent reprendre après. Donc nous vivons un épisode très dramatique de crise, rempli d'incertitudes sur le futur. Et c'est la raison pour laquelle je parlais d'argent magique, justement, puisqu'on se souvient très bien de cette phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit « Moi, je n'ai pas d'argent magique ». Et puis d'un seul coup, ça y est, il y a de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Alors, toujours dans cette continuité par rapport à l'histoire de nos corps, hein, dans une société qui prône finalement la compétitivité et la performance, il est assez logique que l'on ait tout fait pour gommer la limite, la finitude de nos corps. Et cette civilisation nous vantait déjà l'homme augmenté. Elle nous faisait même entrevoir l'homme immortel. Donc on tombe de haut, on tombe à genoux. Et peut-être est-ce que c'est cette posture d'humilité qu'il nous faudra dorénavant adopter pour faire face à tous nos défis? Est-ce qu'une conscience nouvelle peut émerger de cette crise du Covid-19, Edgar Morin? Alors, tout d'abord, si vous voulez, on vit dans une civilisation qui avait dans son principe séparé totalement l'esprit du corps. Et c'était une sorte de dogme qui fait que on étudiait le corps en biologie, on étudiait l'esprit en psychologie, les choses étaient absolument séparées. Et on se rend compte, c'est ça qui est important, c'est qu'à ce moment-là, nos esprits et nos corps sont absolument inséparables et que du reste, nos corps qui font partie de la nature, nous sommes des animaux, nous sommes des primates, nous sommes des mammifères, nous faisons partie du monde, tout en ayant acquis un certain nombre de pouvoirs qui nous ont amenés à vouloir le domestiquer. Mais là aussi, la conscience écologique qui a progressé tellement longtemps, elle trouve aussi aujourd'hui une nouvelle confirmation, puisque par cet arrêt de ces activités polluantes, brusquement l'air est redevenu pur, brusquement les animaux se sont sentis en liberté, les abeilles ont fait plus de miel, bref, si vous voulez, la nature revit. Alors ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point important, c'est que l'idéologie de notre civilisation, qui a été très bien formulée par Descartes et puis après par des penseurs suivants, c'est-à-dire que le destin de l'homme est de dominer et de maîtriser la nature, cette idéologie a commencé à s'effondrer pour ceux qui prennent conscience écologique. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on arrivait au moment où fleurissait, du moins pour toute une série de castes supérieures économico-politiques, où l'idée était de dire que nous poursuivons glorieusement cette domination sur le monde et sur notre destin. Le transhumanisme promettait effectivement non seulement le contrôle total par l'intelligence artificielle de toutes les choses matérielles, mais l'immortalité humaine. Et alors, on se rend compte que non seulement, plutôt, ils ne se sont pas rendus compte que même dans l'hypothèse, moi, que je crois plausible, on pourra dans le futur retarder la vieillesse en bon état, mais on ne pourra pas éviter la mort, non seulement parce qu'il y a des accidents où les corps sont égrabouillés, mais les virus, et d'ailleurs, et les bactéries se renouvellent sans cesse, et même et nous avons besoin de la plupart d'entre eux, n'est-ce pas, dans nos organismes, mais nous nous rendons compte que ça. Et alors, qu'est-ce qui est apparu? C'est qu'au moment où donc tout ce monde se caractérisait de la puissance humaine, on se rend compte qu'un minuscule virus est capable de faire trembler pas seulement l'humanité, mais les puissants. Et alors, la grande leçon, je crois, elle avait déjà été formulée par Pascal, qui parlait de la grandeur et de la bassesse humaine, mais nous voyons aujourd'hui, ceux qui ne connaissaient pas Pascal, que nous pouvons produire des missiles formidables, nous pouvons envoyer des satellites dans l'espace, nous pouvons faire beaucoup de choses grâce à notre technique et à notre science, mais nous restons infirmes et débiles devant la douleur, le chagrin, la mort,
Et donc, et c'est ça la question, nous sommes rendus à la terre avec humilité. Le mot humilité, d'ailleurs, est très intéressant parce qu'il renvoie à l'humus, la chose dont nous sommes issus. Et donc, il faut bien entendu penser que la technique, la science ont produit des choses extraordinaires, mais ils n'ont pas fait de nous des dieux. Nous restons des êtres faibles, des êtres versatiles, des êtres infirmes devant les tragédies de l'existence, comme notamment cet épisode de virus. Donc, quelque part, il y avait un petit moment de péché d'orgueil, on va dire, d'une certaine façon. Hein, et donc, on est tombé de haut. Face à l'ampleur des défis et à la radicalité des solutions mises en avant, telles que le confinement, par exemple, de nombreux gouvernants ont utilisé la métaphore de la guerre. Ne devrions-nous pas nous méfier de cette manière martiale d'interpréter la situation? Cette rhétorique belliqueuse, plutôt que de souligner l'urgence de la solidarité, ne risque-t-elle pas, dans un futur proche, d'exacerber notre penchant à chercher des coupables, voire des boucs émissaires? Et si le « nous sommes en guerre » en appelle à l'unité nationale, il en appelle aussi souvent au sacrifice du peuple par la suppression d'un certain nombre de libertés, ainsi que la mise au pas de l'opinion et la censure des oppositions, vues alors comme autant de trahison à la patrie. Quel regard portez-vous, Edgar Morin, sur cette métaphore de la guerre face à la pandémie? Vous savez, elle n'est que très partiellement adéquate. Moi, je parlerai. Il s'agit effectivement d'une lutte et des moyens médicaux et autres. Je dirais surtout d'une résistance. Je pense que disons finalement, comme le confinement était le dernier moyen qui restait à nos gouvernements, faute d'autres moyens, ben, il nous a mis en état de siège. Nous sommes assiégés chez nous, mais pas par l'ennemi, mais par, disons, le système de défense contre l'ennemi. Donc, je pense qu'il ne se faut pas abuser de cette métaphore. Il faut dire que plutôt, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, que c'est une crise pour l'humanité. Et donc, il est certain qu'aujourd'hui, on est dans un problème difficile, c'est-à-dire les moyens de dépistage des contagieux. Si on l'utilise à l'extrême, c'est-à-dire y compris par l'utilisation du smartphone comme moyen de détection, si, disons, on emploie des moyens de surveillance, on peut les penser justifiés dans la conjoncture dangereuse du virus, mais on peut craindre que dans l'avenir, s'ils sont maintenus, il soit des dangers profonds pour la démocratie. Et si vous voulez, moi, mon point de vue est celui-ci. On peut penser que dans des cas extrêmes, comme il faille utiliser tous les moyens, dont celui de détecter au plus vite ceux qui sont contagieux, c'est absolument évident. La question, c'est que si après la crise, on était dans un univers, disons, paisible, démocratique et serein, bon, ceci serait oublié. Mais il ne faut pas oublier qu'avant la crise, on était déjà dans une époque régressive, qu'il y avait des États néo-autoritaires, qu'il y avait des démagogues présidents de grandes républiques qui sont extrêmement dangereux. Nous pensons donc, et déjà, quand il y a eu une adoption de lois contre le terrorisme, même quand le terrorisme n'était plus là, donc, si vous voulez, le vrai problème, ce n'est pas l'utilisation maintenant, c'est que nous savons, ou plutôt nous pouvons penser qu'après, nous ne serons pas dans une période sereine. Nous aurons beaucoup de problèmes de toutes sortes. Nous aurons des forces régressives énormes qui agissaient sur la planète et qui vont continuer à agir, et que ça, c'est dangereux pour le futur. Voilà ce que l'on peut dire. Et puis moi, je me dis toujours qu'avec la rhétorique de la guerre, il y a quand même derrière le risque pour le peuple de devenir un peu la chair à canon, que ce soit pour demain
devoir nous mettre absolument au service d'une reprise économique à tout prix. Enfin, voilà, il y a toujours le moyen d'utiliser cette manière donc martiale pour finalement nous faire accepter des choses qui peuvent être inacceptables. On l'a vu plein de fois dans le passé. La crise favorise aussi bien l'imagination créatrice pour trouver des solutions, mais elle favorise aussi des attitudes de repli, de peur, qui alimentent les nationalismes, les xénophobies, la recherche de boucs émissaires, de coupables, de soi-disant coupables. Donc, si vous voulez, à mon avis, ce n'est pas tellement cette métaphore de guerre qui génère ça, c'est le climat dans lequel nous vivons de plus en plus, qui était déjà manifeste avant la pandémie, où on voyait par exemple l'attitude à l'égard des migrants, la peur des étrangers, le renouveau de l'antisémitisme, au contraire un anti-islamisme déchaîné. Nous voyons toutes ces choses-là qui risquent de s'aggraver encore. C'est ça, moi, le problème clé. Nous voici face au classique balancier entre liberté et sécurité. Depuis les 30 Glorieuses, nos ambitions humaines ont eu tendance à s'abîmer dans un rêve, celui du confort. Un confort qui a certainement participé à un certain engourdissement de nos esprits et surtout à l'évanouissement de nos audaces. Face à cette chimère, le danger apparaît comme intolérable. Ainsi, il semblerait que les populations soient plus que jamais prêtes à abandonner leur liberté, qu'elle soit individuelle ou publique, contre l'illusion sécuritaire. Je dis illusion car une chose est sûre, la vie est et restera toujours un risque. Pour vous qui avez été résistant durant la Seconde Guerre mondiale, Edgar Morin, vous qui connaissez le prix de la liberté, qu'est-ce que vous inspire cette soif d'une société sans danger, sans maladie, sans souffrance et sans mort? Je pense que nous savons tous que nous sommes voués à la mort. Nous faisons tous l'expérience de la souffrance. Disons, c'est un peu le rêve transhumaniste, mais ce que je crois, c'est que effectivement, dans les conditions qu'on a vécues pendant des dizaines d'années, on était habitué à croire que, par exemple, d'ailleurs, on nous le disait, les grandes épidémies, c'est bon pour le Moyen Âge, c'est fini, ça n'aura plus lieu. On avait l'impression qu'on vivait dans une société de sécurité, alors que le monde était déjà convulsif. Il y a eu la guerre de Yougoslavie dans les années 90, il y a les conflits du Moyen-Orient, nous avons même eu en France, nous avons eu les Gilets jaunes et puis les grandes grèves de l'année dernière. Enfin, je veux dire, on est dans un monde convulsif. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que quand il y a eu une grande alerte, comme celle du coronavirus, la première réaction, c'est la peur du danger. Mais là, une fois que les gens sont confinés, ils s'informent, réfléchissent, etc., je pense que le besoin de retrouver et même d'accroître leur liberté va se manifester. Donc vous êtes optimiste sur cet aspect-là, parce que c'est vrai, on l'a évoqué il y a un instant, avec cette application, par exemple, qui peut amener du traçage numérique individuel, une espèce de, comme ça, de ciblage individuel. On voit bien qu'il y a quand même une porte ouverte vers pas mal d'abus autour des datas, autour du secret médical, autour du fichage. Écoutez, le problème se pose justement, se posait déjà avant le virus. Nous avons un modèle, le modèle chinois, où il y a la reconnaissance faciale, où il y a, on a suivi sur son téléphone mobile, où il y a la reconnaissance digitale, où, disons, l'informatique et l'intelligence artificielle permettent aujourd'hui de faire un total beaucoup plus parfait que le faisaient les anciens États totalitaires qui avaient besoin de concierges, de dénonciateurs et d'une grosse police. Donc c'est un danger qui présistait avant l'épidémie, que l'épidémie va augmenter quelques-uns de ses moyens, mais ils sont connus. La question, je reviens, c'est que sera-t-il dans notre monde après? Si les forces de renouveau ne sont pas assez puissantes, si les forces de réaction deviennent elles-mêmes prépondérantes, elles utiliseront ces moyens. Et nous serons parmi les défenseurs de la liberté. Mais si vous voulez, c'est un problème qui n'est pas né
avec l'épidémie, que l'épidémie permet d'installer ici, mais qu'il se pose de façon pour toute l'humanité en ce moment, c'est on ne contrôle plus nos instruments de contrôle. C'est ça qui est effrayant. Oui, et d'ailleurs, vous soulignez effectivement les instruments qui existent déjà en Chine et qui sont déjà généralisés, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un fichage de chaque, ils sont 1,7 milliard d'habitants et ils sont déjà tous fichés avec des notations sociales, en fait. Et même en plus, vous savez, avec les big data, on peut, déjà beaucoup de firmes peuvent savoir quels sont nos goûts, nos préférences, nos désirs en fonction de nos achats. On peut avoir la complète psychologie de quelqu'un en fonction des personnes à qui il téléphone, en fonction de ses déplacements, en fonction des gens qu'il rencontre. Donc, c'est ça la question qui va se poser dans notre civilisation, que le virus accroît, mais qui est la question de fond. Mais du coup, vous êtes optimiste ou pessimiste face à tout cela? C'est-à-dire, vous pensez que c'est inévitable? Moi, je pense, non, je pense que, vous savez, dans ma conception, il y a des choses probables qui peuvent arriver parce que ce sont des courants dominants, mais peuvent arriver des événements qui changent, qui sont improbables et qui changent le cours de l'histoire. C'est arrivé très souvent, et donc ces événements peuvent arriver à la suite d'une prise de conscience collective, à la suite d'une décision d'un homme d'État. Donc, si vous voulez, moi, je suis vigilant. Je refuse d'être et optimiste et pessimiste. Ou plutôt, si vous voulez, je suis un opti-pessimiste. Intéressant. Alors, puisqu'on est en train de parler justement de cet univers des big data, je veux bien aussi avoir votre regard sur les géants du numérique, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, leur équivalent chinois avec les BATX, hein, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et je vous pose cette question parce que, en plus, vous êtes vous-même un tweetos acharné. Vous tweetez quasiment tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour. Et d'après ce que j'ai pu voir, vous avez rejoint ce réseau social, donc Twitter, en mars 2013. Il n'est pas rare pourtant que les gens de votre génération refusent catégoriquement d'entrer dans les univers conçus par les géants du web. Donc, quelle est votre relation avec les GAFAM et la technologie en général? Moi, j'ai vu dans le tweet l'occasion d'être un peu, disons, comme à l'époque d'Athènes, où les philosophes sur la place publique discutaient avec les gens, se faisaient engueuler ou au contraire remercier. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est une façon de pouvoir exprimer un certain nombre de choses que je pense dans tous les domaines et de pouvoir les lancer, les semer dans l'inconnu, avec approbation ou désapprobation. Donc, si vous voulez, c'est une façon un peu de... Et puis, je pense que la contrainte du tweet, c'est un peu comme une contrainte qui oblige à écrire par aphorisme, d'une façon claire et dense. C'est un jeu d'écriture. Donc, voilà, c'est une chose que je pratique. Mais aussi, je peux dire que j'utilise Google pour avoir comme d'une encyclopédie pour tirer des renseignements. Mais cela dit, je sens la puissance de ces géants. Et le vrai problème, désormais, ce sont ces grandes multinationales. Elles ne sont pas, non seulement elles ne sont pas contrôlées, il n'y a aucun pouvoir de contrôle de l'ONU, de supranational, qui puisse encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, je pense que, moi, j'en suis incapable, mais il y a des logiciels libres que l'on peut faire, il y a des moyens de pouvoir agir. Et pour le moment, moi, je me sers de ce qui m'est utile. Par exemple, Facebook, je n'utilise pas. Mais par contre, quand je vois que dans YouTube, des vidéos intéressantes, j'utilise, autrement dit, là aussi, je sais que je trouve des avantages tout en méfiant de la puissance de ces géants.
Oui, parce que du coup, pour vous, ça vous sert un petit peu comme une agora, on va dire, une agora publique. Vous pouvez avoir accès comme ça au public et vous pouvez faire passer vos pensées journalières. Mais en même temps, vous avez pu voir ces derniers temps qu'il y avait aussi des moments où on tombait dans le tribunal populaire parfois. Du jour au lendemain, on peut dans l'immédiateté condamner un tel. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont interpellé Oui, parce que je pense d'autant plus que je sais très bien que certains intérêts multiplient les fausses identités, les identités de Twitter, pour déclencher un flot d'injures qui peut sembler venir d'une multitude de personnes, mais qui vient d'une source unique. Donc il y a beaucoup de trafic, de faux, de mensonges, de délires, de bêtises. C'est ça la liberté, il y a les dangers de la liberté, puis quels avantages, c'est que des lanceurs d'alerte avec l'esprit mathématique très subtil sont capables de nous révéler des secrets qu'on veut nous cacher. Là, si vous voulez, on est dans une lutte permanente et on ne peut pas échapper à cette lutte. Malheureusement, vous voyez que les pouvoirs de concentration, la presse qui était très diversifiée aujourd'hui, elle est entre les mains de quelques grandes puissances financières. Nous voyons un petit peu le pouvoir énorme des puissances d'argent. Et ça ne m'empêche pas d'acheter Le Monde, mais le pouls, c'est de continuer à avoir un esprit critique. Oui, alors donc là, on voit bien là le balancier entre les lanceurs d'alerte et puis le florilège de fake news qui donc voilà et cette infobésité aussi qui fait qu'on est sans cesse Tout ça, écoutez, ça, Internet a amplifié un phénomène qui existait déjà, que moi j'ai étudié, qui est la rumeur. Les rumeurs peuvent circuler et entièrement tromper les esprits. Les, avant, il y avait, avant Internet, il suffisait qu'une puissance totalitaire réponde sa propre légende sur elle-même, comme l'URSS, pendant des dizaines d'années, comme la Chine maoïste, n'ont donné comme information que des fausses informations. Jamais il y a eu de débauche, disons, de fake. Eh bien, on a vécu ça avant Internet. Si vous voulez, la lutte entre le mensonge et la vérité, elle est permanente. Le seul remède, c'est d'avoir une pluralité de sources d'informations dans un pays, c'est d'avoir une pluralité de sources d'expression dans la presse et dans les médias. À ce moment-là, on voit et on choisit. Là, prenez par exemple, d'où vient ce virus? Les uns disent que ça vient d'un laboratoire, les autres disent que ça vient d'un marché. On voit très bien que les États-Unis ont intérêt à dire que ça vient d'un laboratoire chinois. On voit très bien que les Chinois ont l'intérêt. Mais là-dessus, tant qu'on n'aura pas d'autres sources, on ne sait pas, on doute. Il faut exercer l'esprit de doute, l'esprit d'examen. C'est nous, citoyens, qui devons nous-mêmes nous défendre. là on reconnaît bien l'homme de la méthode, hein. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a une méthode. Essayer voilà, d'exercer son esprit critique face à ces diverses propagandes. Alors, donc, vous êtes un tweetos acharné et vous avez d'ailleurs vraiment le sens du tweet, hein, je veux dire par là le sens de la formule. Sur Twitter, donc, le challenge consiste à exprimer sa pensée en très peu de mots. Et vu que votre pensée est assez profonde, cela rend vos tweets particulièrement intrigants. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous demander de prendre le temps de nous expliciter un tweet que vous avez posté récemment et qui devrait nous permettre non seulement de mieux comprendre votre vision de l'incertitude, mais aussi lever le voile sur votre concept de la pensée complexe. Donc là, je vais citer ce tweet. Il importe de ne pas être réaliste au sens trivial, s'adapter à l'immédiat, ni irréaliste au sens trivial, se soustraire aux contraintes de la réalité. Il importe d'être réaliste au sens complexe, comprendre l'incertitude du réel, savoir qu'il y a du possible encore invisible. Je vais juste répéter la deuxième partie de cette phrase. Il importe d'être réaliste au sens complexe, comprendre l'incertitude du réel, savoir qu'il y a du possible encore invisible. Vous nous expliquez, Edgar?
si vous voulez, il y a une confusion des esprits sur les mots réaliste et utopique. On pense que le réaliste est celui qui s'adapte à la réalité. Et on pense que l'utopique, c'est celui qui croit en la possibilité de choses irréalisables. Or, je crois que ce réaliste que j'appelle trivial, en réalité, n'est pas vraiment réaliste. Parce qu'être réaliste, c'est de savoir que la réalité se transforme, qu'il y a des courants profonds, des courants souterrains qui ne sont pas visibles et dont on peut entendre peut-être le bruit et qui, à un moment donné, font péter les choses. Par exemple, qui avait prévu mai 68, qui avait prévu l'attaque des 2 tours de New York, tout ça. Donc, si vous voulez, le réalisme, il réfléchit sur le sens qu'il y a du possible et de l'imprévu qui arrive dans la réalité. Le mauvais réaliste, jamais il ne pense que l'inattendu peut arriver. Donc, voilà un petit peu cette façon de définir le bon réalisme. Et après, je ne l'ai pas mis dans ce tweet, je dis qu'il y a une bonne et une mauvaise utopie. La bonne utopie, plutôt je commence par la mauvaise utopie, c'est rêver un monde d'harmonie totale. Ce n'est pas possible, il y a de l'imperfection, il y aura toujours des conflits, etc. Mais on peut rêver, on peut penser qu'un monde meilleur est possible. C'est ce que j'ai dit dans un tweet aussi, en disant le renoncement au meilleur des mondes n'est pas le renoncement à un monde meilleur. Et donc aujourd'hui, par exemple, on dit c'est utopique de penser qu'il peut y avoir la paix entre les nations. Actuellement, c'est impossible. Mais dans le fond, rien n'est plus facile que de le faire pour 7 à 10 milliards d'individus. Dans mon corps, il y a 60 milliards de cellules. Vous comprenez, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes des techniques de communication qui font qu'on peut s'organiser et confédérer l'humanité. On disait, on ne peut pas nourrir tout le monde en ce moment. Actuellement, en effet, mais on ne peut pas nourrir pour toutes ces raisons d'intérêt financier, de politique, etc. Mais il y a toutes les possibilités en développant une agriculture fermière, en développant en dépolluant les mers et les océans, en faisant tout ce qu'il faut pour nourrir toute l'humanité. Donc, voilà, si vous voulez, je pense qu'il faut réviser les mots de réalisme et les mots d'utopie. Et c'est pour ça que je citais une phrase de mon maître Gruithuisen qui disait « Être réaliste, quelle utopie ?» Parce que c'est une folie de croire que le réel auquel on s'adapte est éternel. C'est intéressant parce que ça résonne très fort en moi ce que vous êtes en train de dire, Edgar Morin, parce que j'ai toujours pensé que face aux défis immenses qui nous attendent, et notamment avec le défi environnemental, si ça suppose que nous changions de comportement, de mentalité, etc., eh bien, j'ai toujours pensé que la seule réelle politique qui soit, c'est justement d'être utopiste. C'est-à-dire que si on n'a pas une dose d'idéalisme, qu'est-ce qui va être le moteur, qu'est-ce qui va nous motiver à véritablement prendre les choses à bras-le-corps et à réussir à changer de comportement? Si on a complètement laissé de côté l'idéalisme, je ne vois pas ce qui peut nous motiver. Ce n'est pas seulement le problème de l'utopie, c'est un problème d'avoir des mythes. Mais quand je dis un mythe, ce n'est pas une illusion. Si j'ai le mythe de la fraternité, le souhait que la fraternité règne, si j'ai le mythe de l'amour et que je veux que tout le monde s'entende, c'est une chose qui peut-être ne sera jamais totalement réalisable, mais qui peut quand même progresser. Donc, si nous sommes dans l'histoire. D'ailleurs, c'est ce que, vous savez, une des leçons de ce virus, c'est que nous sommes à un moment de l'aventure humaine. On n'est pas dans des époques où le monde est arrêté. Et donc, et en plus d'une aventure accélérée et en cours de transformation inouïe. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut penser. Et c'est là encore dans ce fameux tweet, il y a donc cette histoire d'incertitude et aussi l'invisible dans le possible. Et donc,
voilà, décrivez-nous un petit peu mieux comment vous voyez l'incertitude et ce possible encore invisible. Ben, vous savez, dans le fond, comme cette pandémie nous a donné un festival d'incertitude qui reste encore sur l'origine du virus, la durée de l'épidémie, les traitements qu'on peut faire, ses capacités de mutation, etc. Enfin, les polémiques sur la façon de le traiter. Donc, cela nous dit que, dans le fond, en fait, même avant, nous vivions de l'incertitude que nous occultions. Parce que quand nous naissons, nous ne savons pas du tout ce que nous allons devenir, si nous allons être malades ou en bonne santé, le métier que nous allons prendre, si nous allons être heureux en amour, etc. Donc, si vous voulez, chaque vie, même la plus prosaïque, est une aventure. Et donc, chaque nation vit une aventure historique. Il ne faut pas oublier que la France a plusieurs fois failli être détruite, anéantie par un envahisseur et ressuscité. Donc, si vous voulez, on est dans l'aventure, on est dans l'incertain. Et donc, il faut apprendre à vivre dans l'incertitude en la reconnaissant. C'est ça qui est très important. Et la pensée complexe est une pensée qui sait qu'on ne saura jamais tout, mais qui connaît les moyens d'avoir une stratégie permanente pour l'incertitude. Alors ça, j'aime beaucoup parce que j'ai remarqué que vous faites bien la différence entre le plan, la planification et la stratégie, que ce n'est pas du tout la même chose. Le programme et la stratégie, le programme. Parce qu'un plan peut être plus ou moins souple, mais le programme. C'est ça, effectivement. Et donc, peut-être juste nous rappeler quelle est la différence, parce que d'après ce dont je me souviens, le programme, vous n'êtes pas trop pour. La stratégie, oui, mais le programme, c'est un peu trop rigide, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Voilà. Et je crois aussi que finalement, la seule chose qui est prévisible, c'est l'imprévisible, finalement. Et voilà, justement, c'est aussi ça qui est une leçon importante à intégrer dans son esprit. Alors, vous avez fait allusion donc à cette pensée complexe. Il y a aussi le fait que ce qui est tragique, selon vous, c'est la pensée disjonctive et réductrice. Et que cette pensée, justement, elle tient les commandes de la politique et de l'économie. Vous pouvez nous expliquer, du coup, comment ça se passe? Vous savez, ce que j'appelle la pensée réductrice, c'est la pensée qui essaye de voir un ensemble composé d'événements, un tout, en connaissant, à partir de la connaissance des parties. C'est un peu ce que disait Descartes pour connaître. Or, il faut savoir qu'un tout organisé a des qualités qui n'existent pas dans les parties et qui viennent de l'organisation. Exemple, notre corps est composé de cellules vivantes. Une bactérie est un être vivant. Et il a des qualités propres à la vie. Il se nourrit, il renouvelle ses protéines, il connaît son environnement, il se déplace, il se reproduit. Ces qualités n'existent chez aucune des molécules qui le constituent. Donc, le tout est beaucoup plus que la somme des parties. Et donc, quand vous réduisez un tout à ses parties, vous ne comprenez pas la réalité. Même l'eau, H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. L'eau a des qualités que n'ont ni l'oxygène ni l'hydrogène, qui sont différentes. Donc, c'est ça que j'appelle la pensée réductrice. Et disjonctive, c'est parce que vous séparez en disciplines compartimentées les choses. Or, quand vous avez affaire aussi bien à cette pandémie, dès le début, on voit qu'un virus, c'est-à-dire un agent biologique de la nature, provoque un désastre sanitaire, c'est-à-dire quelque chose qui consiste quand même les humains, il va conduire à des conséquences économiques, démographiques, psychologiques, de tout ordre. Tout va être bouleversé, tout est relié. Il faut comprendre que les choses sont reliées. Voilà la grande leçon.
C'est finalement un jeu de domino et du coup, vous parlez d'un engrenage de crise, vous parlez d'une polycrise, en fait. Oui, bien sûr, parce que c'est le rassemblement de plusieurs crises qui se sont suscitées et qui s'entretiennent les unes les autres. Alors, ça met à jour aussi donc nos interdépendances et surtout notre communauté de destin en tant qu'être humain, bien sûr, mais aussi en tant qu'être vivant, participant du destin de la biosphère et de notre planète. Donc là encore, une vision globale. Exactement. Et la vision globale, c'est la vision qui voit les relations entre les parties et le tout et le parti, parce que tout ça interréagit. Quand vous avez par exemple un événement sur une partie, par exemple l'attentat contre les tours de New York, ça s'est répercuté sur le monde et dans le monde entier, vous avez eu des contrôles policiers dans tous les aéroports. Donc, si vous voulez, un événement terrible dans une partie affecte le tout, et ce qui affecte le tout concerne les parties. Il y a autre chose qui est absolument unique que cette crise a révélé, c'est que pour la première fois de l'histoire humaine, aux quatre coins du monde, nous partageons la même image du désastre. Nous avons un imaginaire, mais aussi un expérientiel commun, puisque d'un coup, on s'est tous retrouvés effectivement face à la peur du virus, mais aussi confinés. Donc il y a un imaginaire, mais aussi une expérience commune. Est-ce que vous croyez que ça peut changer les choses de façon significative et créer un horizon nouveau, peut-être justement dans notre destin commun d'être humain? Écoutez, si la conscience de la communauté de destin de tous les humains progresse, s'élargit et s'amplifie, ça pourrait changer bien des choses. Mais malheureusement, cette conscience, elle est très dispersée, elle est très limitée, parce que la crise mondiale, les angoisses du futur font que les esprits se recouvrent sur leur propre identité particulière, religieuse, ethnique. Donc, si vous voulez, tout dépend de la progression de cette conscience. Face à ce climat anxiogène plane plus que jamais la tentation réactionnaire. Ces dernières années ont été marquées par des débuts de repli identitaire, des poussées nationalistes et xénophobes, et cela même en plein cœur de l'Europe. Avec la pandémie, les frontières se sont fermées, ouvrant la voie aux fondamentaux des nationalistes. Donc, à votre avis, Edgar Morin, que faut-il faire pour éviter un mouvement de régression générale? Le mouvement a déjà commencé depuis 20 ans, donc on ne peut pas l'éviter, on peut simplement résister. Ce mouvement est un peu interrompu par cette crise. Il peut s'aggraver, comme on peut au contraire trouver les moyens, je ne dis pas de mieux le combattre et peut-être de le refouler, mais donc c'est une lutte incertaine qui va se dérouler ensuite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il se manifeste par une crise partout de la démocratie, des corruptions aussi qui gangrènent les démocraties, qui sont liées à l'énorme puissance financière qui elle-même est favorisée par l'idéologie du néolibéralisme qui règne partout. Donc, et en plus, vous avez des phénomènes de corruption de l'État, justement par ces puissances. Les ministères sont corrompus par les lobbies. Donc, il faudra trouver les moyens pour faire régresser cette énorme puissance par une rénovation d'une politique de démocratie, de justice sociale. Donc, voilà le problème, c'est ça l'enjeu. Et d'ailleurs, moi, j'essaye, dans ce que j'écris, j'avais écrit un livre qui s'appelle La Voix, de donner les voix justement d'une telle politique. Voilà. Vous parlez aussi du triomphe de la démagogie, hein, avec des chefs d'État tels que Donald Trump ou Bolsonaro, et vous parlez même de bizarrerie quand vous parlez de... Oui, parce qu'ils ont un comportement assez étrange et on emploie le mot bizarre par courtoisie. Alors justement, il y a aussi une autre notion que vous mettez en avant, c'est finalement peut-être réussir à réformer, mais en étant guidé par un humanisme régénéré. Oui. À quoi vous pensez? L'humanisme régénéré, c'est-à-dire il ne suffit pas de se borner
à reconnaître la qualité humaine dans sa plénitude à tous les êtres, quels qu'ils soient, mais aussi à penser que nous faisons partie de cette communauté de destin qu'a créé la mondialisation, qui est une communauté de péril. Nous pensons aussi que nous savons maintenant par les sciences biologiques et humaines que l'homme est à la fois le même partout et différent partout. C'est-à-dire l'unité et la diversité humaine sont inséparables, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître en tout être son semblable, mais en même temps respecter sa différence qui peut être de caractère, d'opinion, de religion, etc. Donc, unité, diversité. Et ensuite, ce que je vous ai dit, c'est que nous participons tous à une grande aventure incertaine, avec des hauts et des bas. Et dans cette aventure, il faut y mettre, se donner pour effectivement au service des forces que j'appelle les forces de l'éros, c'est-à-dire de l'union, de l'amour, contre les forces de mort et de destruction. Voilà l'humanisme régénéré. Il y a aussi ce flot massif de liquidités nouvelles qui sont en train d'arriver. Effectivement, ça va être de quelle manière on va arbitrer l'utilisation de cet argent nouveau qui arrive. Et vous, vous préconisez justement de le lier à des réformes de vie. Je pense que aussi, vous avez tout à fait raison, on ne peut pas rêver. D'ailleurs, c'est Gandhi qui disait à peu près, nous devons déjà avoir en nous le changement que nous souhaitons pour la société. C'est-à-dire, il est certain que les principes fondamentaux de l'éthique, qui à mon avis, solidarité et responsabilité, doivent être vécus intensément. Que si on n'a pas ce sens, d'ailleurs, le lien social est fondé sur responsabilité et solidarité. Sinon, il est fondé uniquement sur la force. Donc, si vous voulez, c'est que si chacun se réforme sa tendance à l'égocentrisme, à l'égoïsme, ou au contraire à se perdre, à se noyer dans une sorte d'unanimité exaltée comme les jeunesses hitlériennes, etc. Non, il faut qu'il y ait à la fois l'épanouissement du moi, je, mais au sein d'un nous. Il faut toujours qu'il y ait un nous. Donc, c'est ça qui sont des qualités qui s'appellent la réforme intérieure. Donc, il y a un nous collectif qui doit absolument émerger. Les 8 semaines de confinement que nous venons de vivre ont pu améliorer ou altérer notre rapport au temps. Or, vous éprouvez une grande aversion vis-à-vis de la dictature de l'immédiateté. Et j'en veux pour preuve cette très belle phrase que vous avez écrite récemment, « Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive ». Alors, sur cette question de notre rapport au temps, notre rapport à la chronométrie, j'avais envie de vous faire réagir à une très belle phrase écrite par Frida Kahlo, cette grande artiste qui avait subi un très grave accident et donc a vécu une grande partie de sa vie confinée dans sa chambre. Et donc, voilà la phrase de Frida Kahlo. « Chaque tic-tac est une seconde qui passe, fuit et ne se répète pas. Il y a tant d'intensité et d'intérêt dans chacun de ces instants que l'unique problème est de savoir comment le vivre. Chacun doit faire de son mieux. » Votre réaction, Edgar Morin? C'est absolument juste, c'est-à-dire que nous devons même considérer le présent comme notre réalité première. Bien entendu, nous savons que le présent dépend du passé, nous sommes liés au passé, aux souvenirs. Nous savons que le présent est lié aussi au futur parce que nous avons des espérances pour nous, pour les nôtres, pour notre pays, pour l'humanité. Mais dans ce présent, justement, se trouve aussi bien la vie de ce passé que la vie virtuelle de ce futur. Dans le fond, quand nous sommes dans le présent, nous réunissons tous les aspects. Et alors, le dernier aspect, si vous voulez, c'est que si vous menez une vie guidée par la chronométrie, c'est-à-dire par le temps artificiel de l'horloge, vous ne vivez pas le temps dans ce qu'il a de qualité vraiment subjective, c'est-à-dire qu'il est tel qu'il est ressenti, c'est-à-dire l'émotion que l'on ressent dans le présent,
car les émotions, les extases, les plaisirs, comme du reste les malheurs, n'existent toujours dans le présent. Donc voilà, il faut avoir ce sens-là. Donc vous faites bien la différence entre le présent et l'immédiat. Bien sûr, l'immédiat, c'est quand on a une préoccupation qui croit que simplement ce qui est important, c'est ce qui va se passer aujourd'hui et qu'on le sépare du temps dans lequel nous sommes plongés. Je l'ai évoqué au tout début de cet entretien, ce qui est formidable chez vous, Edgar Morin, c'est votre éternelle jeunesse, c'est cette vivacité d'esprit qui vous anime. J'ai fait connaissance avec vous il y a 10 ans déjà. Vous aviez alors 88 ans et vous veniez de perdre votre femme. Avec humilité, vous m'aviez confié votre immense tristesse. Vous étiez alors inconsolable. C'était très beau, très touchant. Et quelques mois plus tard, vous avez fait une rencontre. Vous êtes à nouveau tombé follement amoureux et vous vous êtes remarié. Alors pourquoi est-ce que je raconte cela? Parce que je pense que votre vie illustre à la perfection le seul remède à la fuite du temps, le secret de la jeunesse éternelle. C'est véritablement la capacité à vivre dans, par et pour l'amour. Dans ce combat éternel entre Eros et Thanatos, vous avez toujours fait le pari de miser sur l'Eros. Est-ce que je me trompe? Vous avez raison, parce que je peux prendre l'amour dans tous ses sens. D'abord, l'amour qu'on peut avoir pour un homme peut l'avoir pour une femme ou une femme pour un homme. Je pense que cet amour-là est une force extraordinaire qui, moi, me donne énergie. Moi, j'ai pu écrire un livre très difficile, La méthode, parce que j'avais mon haut fourneau était allumé par la combustion amoureuse. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'est une chose indispensable à la vie. Peut-être que je tiens ce besoin d'amour réciproque. J'ai besoin du fait que j'étais enfant unique, privé de l'amour de sa mère qu'il adorait à l'âge de 10 ans. Enfin, sans aller faire de la psychanalyse, j'essaie de comprendre pourquoi, mais pour moi, c'est vital, ça entretient ma vie. Alors, quand je parle de l'amour, il est évident que ça peut aller aussi loin. Je pense qu'il y a l'amour de la connaissance, l'amour de la recherche de la vérité, il y a cet amour-là qui est très profond. Et puis il y a aussi ce qui nous lie aux autres, au genre humain, et aussi cet amour que nous pouvons ressentir pour des moments d'extase devant la nature. Moi, je crois, si vous voulez, que une des choses les plus belles de la vie, c'est cet état de transe particulière qu'on a quand on est dans une relation d'amour, quand on est dans une relation d'enthousiasme, dans un match de football, si vous êtes amateur, quand vous êtes devant un chef-d'œuvre de musique ou de l'art, vous êtes dans un état second, vous êtes transfiguré. Et pour moi, ce sont les grands états de la vie. Pour moi, j'avais dit que la vie se partage entre prose et poésie. La prose, les choses obligatoires, nécessaires, indispensables à survivre. Et la poésie, c'est ce qui nous dilate, ce qui nous épanouit, ce qui nous met en communication avec autrui, avec le monde. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que l'amour, vous avez le cantique les cantiques dit que l'amour est fort comme la mort. Il n'est pas aussi fort que la mort, mais il est presque aussi fort. Ce sera le mot de la conclusion de cet entretien. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages que, évidemment, je ne vais pas pouvoir tous citer. Juste, bien entendu, rappeler votre œuvre majeure, hein, l'œuvre de votre vie, les 6 volumes de la méthode. Vous en avez parlé tout à l'heure, La Voix, paru chez Fayard en 2011. Et puis, très récemment, toujours chez Fayard, paru l'année dernière en 2019, Les souvenirs viennent à ma rencontre. Merci encore, c'était De l'intérieur avec Edgar Morin. Merci Edgar. Merci à vous. Au revoir.